En juillet 1633, les Suédois, en guerre contre le Saint-Empire romain germanique, assiègent le château qui est détruit dans un incendie. En 1648, l'Alsace redevient française, sans que cela n'ait aucun impact sur une reconstruction potentielle du château. Au XVIIe siècle, le Haut-Königsbourg n'est plus qu'une ruine. Il faut attendre 200 ans avant que l'on s'intéresse à nouveau à ce qu'il reste de la forteresse. En 1871, suite à la défaite française lors de la guerre de Prusse, l'Alsace redevient allemande. 30 ans plus tard, le maire de Sélestat offre la ruine du Haut-Königsbourg à l'empereur Guillaume II. Ce dernier accepte immédiatement. Il voit dans le Haut-Königsbourg, véritable symbole de la grandeur militaire germanique au Moyen-Âge, un moyen de légitimer son pouvoir sur l'Alsace reconquise. Fait exceptionnel, il décide donc de reconstruire intégralement le château dans son aspect du XVe siècle. Son but ? Transformer la forteresse en musée à la gloire de la chevalerie germanique. Un chantier très ambitieux qu'il souhaite mener en moins de 10 ans. Car pour Guillaume II, cette reconstruction symbolique doit prouver au monde la modernité et la puissance de son empire. C'est Bodo Hebart, un architecte spécialiste des châteaux forts, qui est en charge de la restauration. Pour son chantier, Hebart s'éloigne des restaurations fantaisistes du XIXe siècle et choisit une approche novatrice beaucoup plus rigoureuse. Il s'appuie notamment sur une discipline qui vient tout juste d'apparaître, l'archéologie. Bodo Hebart va engager des ouvriers pour dégager la base des murs, d'abord pour savoir face à quoi, face à quelle matière il est. Et ensuite, son deuxième principe, ça va être de demander aux ouvriers de retenir et de garder systématiquement tous les objets anciens trouvés au moment du dégagement des murs. Alors, pour pouvoir convaincre les ouvriers de ne pas tout jeter, il les paye selon l'intérêt de l'objet qui est sorti. Et ces objets vont ensuite servir à la restauration. En tout, 10 000 mètres cubes de pierre sont déblayés et 35 000 fragments archéologiques collectés. Pour l'époque, il s'agit d'un chantier considérable. Bodo Hebart se livre également à une campagne photographique sans précédent. Inventée quelques décennies auparavant, cette technique offre un témoignage inestimable de l'état de la ruine et du déroulement du chantier. En tout, plus de 150 clichés sont réalisés. En 2020, quand vous restaurez un château, on a l'habitude de prendre énormément de photos. Et lui, effectivement, en 1900, il prend énormément de photos, donc 120 ans avant. Il fait surtout beaucoup de relevés. Il y a beaucoup d'écrits aussi, des petites notes, on en voit vraiment, mais partout. Il met des notes, c'est des notes d'analyse du site dans son état actuel avant de le restaurer. Et on a une chance incroyable d'avoir une masse d'archives sur son travail. C'est quand même quelque chose d'assez rare, à ce point, d'avoir autant d'écrits, autant de photos, autant de fouilles archéologiques pour l'époque. Je pense que c'est parce que, évidemment, c'était aussi le programme de Guillaume II qui lui a clairement dit « La restauration, il ne faut pas qu'elle souffre de quelque critique que ce soit, donc vas-y, fais ça bien ». Cette première étape terminée, il faut organiser la reconstruction. Et la première problématique à régler, c'est l'acheminement en eau du chantier. La situation géographique du Haut-Königsbourg, situé à plus de 750 mètres d'altitude, rend l'accès à l'eau extrêmement compliqué. Dès le début des travaux de restauration, Bodo Hebart considère son acheminement comme une priorité. La situation de l'approvisionnement en eau sur un château, effectivement, est une question cruciale. On a besoin de l'eau pour la construction et ensuite on a besoin de l'eau pour vivre. De l'eau est cherchée dans des fontaines qui peuvent être proches. Ici, les premières fontaines sont quand même assez bas sur le versant. Et une fois que le chantier de construction avance, on crée des citernes dans lesquelles on va récupérer les eaux de pluie des toitures. Au château du Haut-Königsbourg, au Moyen-Âge, 3 citernes étaient dispersées à des endroits bien distincts. La première, d'une capacité de 12 000 litres,
se trouvait dans la cour intérieure. La deuxième, d'une contenance d'environ 20 000 litres, était dissimulée dans l'extension du logis ouest. La troisième, la plus importante, avec ses 33 000 litres d'eau, était située dans le haut jardin. En tout, ces citernes pouvaient contenir jusqu'à 65 000 litres d'eau, soit la contenance d'une piscine de taille moyenne. Une réserve d'eau absolument vitale au Moyen-Âge. Mais les travaux de déblaiement entrepris par l'architecte allemand révèlent également un fait beaucoup plus rare, presque inédit en Alsace, dans un château fort de montagne. Pour l'alimentation en eau au Königsbourg, on trouve notamment un puits d'une profondeur de 62 mètres, ce qui n'est pas commun, ce qui est relativement rare, et ce qui nécessite l'emploi notamment de travailleurs qualifiés. Souvent, en fait, on va faire appel à des ouvriers miniers qui vont savoir détecter les failles et savoir comment faire pour creuser l'ensemble du conduit. Des traces d'outils encore visibles à l'intérieur du puits permettent de reconstituer la méthode de forage utilisée au Moyen-Âge. Les ouvriers ont commencé par creuser dans la pierre une gorge périphérique d'environ 30 cm de largeur et 30 cm de profondeur à l'aide d'une pointerolle, un petit marteau pointu utilisé dans les mines. Le noyau central a ensuite été débité à l'aide de différents outils, des coins, des masses et des barres à mine. Les gravats accumulés étaient remontés à l'aide d'une chèvre ou d'un treuil, les ancêtres des grues. Une fois ce travail achevé, une nouvelle gorge périphérique était creusée. Le noyau central était à nouveau débité, et ainsi de suite jusqu'à atteindre la nappe phréatique située à 62 mètres de profondeur. Coïncidence amusante, la profondeur du puits était donc équivalente à la hauteur du donjon. Le forage d'un puits constituait une véritable prouesse technique au Moyen-Âge, et son coût pouvait atteindre la moitié du coût total du château. Au Haut-Königsbourg, ce travail absolument titanesque a nécessité plusieurs années. Bodo et Barth décident de remettre le puits en état au tout début du chantier, une tâche qui reste toujours aussi compliquée au XXe siècle. Déblayer un puits, même à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, en l'occurrence un puits de plus de 60 mètres de profondeur, demande beaucoup de temps. Les moyens utilisés à la fin du 19e sont toujours les mêmes qu'à l'époque médiévale. Donc, de ce fait, Bodo et Barth va mettre plusieurs mois à vider intégralement l'ensemble du puits. Bodo et Barth déblayent le puits en espérant y rencontrer une nappe piégée, ce qu'on attend dans un puits. Bien sûr, le problème qui se pose à Bodo et Barth est celui qui s'est posé au créateur de ce puits quelques siècles plus tôt, et il va retrouver la même chose. Pour faire un jeu de mots, je dirais qu'il se retrouve le bec dans l'eau, parce que le puits déblayé par Bodo et Barth, ce puits du 15-16e, est un élément en termes de quantité recueillie totalement anecdotique par rapport aux besoins de ce chantier. Il est donc indispensable de compléter de façon sûre cet approvisionnement en eau. Cette fois, Bodo et Barth décident de s'appuyer sur des techniques beaucoup plus modernes. Ils se lancent dans la construction d'une station de captage pour récupérer l'eau d'une source en contrebas du château. À côté, une station de pompage est édifiée pour acheminer l'eau jusqu'au château grâce à une pompe à essence. 3 réservoirs souterrains de 8000 litres chacun complètent cet ensemble. Depuis la source, la conduite en tuyau de fonte emprunte un itinéraire de pas moins de 810 mètres pour 120 mètres de dénivelé jusqu'au château. L'eau est acheminée jusqu'à 2 réservoirs métalliques de 8000 et 5000 litres situés tout en haut du donjon transformé par Bodo et Barth en château d'eau. Depuis ces réservoirs, l'eau est ensuite conduite par gravité dans les différentes parties du château. L'excès en eau est évacué par une gargouille, clin d'œil de Bodo et Barth à l'architecture médiévale. Grâce à ce dispositif à la pointe de la modernité, le château dispose de l'eau courante dès 1900. Cette installation a d'ailleurs assuré l'approvisionnement en eau de la forteresse jusqu'en 2013.